Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 24e journée du top 14 après ces finales de Challenge Cup et de Champions Cup. Je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Enfin bref, passons à l'analyse du premier match de la journée, à savoir Pau qui recevait Clermont. Bon, ça a été clairement un match de costaud pour commencer la journée. Clermont montre que c'est une équipe vraiment en forme en ce moment. Sur l'ensemble du match, on ne peut pas leur reprocher grand chose. Bien au contraire, mais ça se joue à des détails, et ces détails, ça commence par en tout début de match, quand Harry Plummer met une pénalité, tout de suite derrière, ils ratent leur sortie de camp, et il y a un essai de Maddox au bout. De plus, ça a été une équipe qui a été assez patient, clairement, ils n'ont pas hésité à prendre les points dès qu'ils le pouvaient, tout comme la section d'ailleurs sur ce match, mais ils ont commis trop de fautes qui ont permis à Pau d'occuper le camp de Clermont, et donc par conséquent, d'aller chercher des pénalités, d'aller chercher des situations offensives intéressantes pour des essais. Bref, clairement, du coup, c'est un peu manqué là-dessus et c'est ce qui a coûté cher au final. Et notamment en fin de match, où la section a 74% de possession dans les 10 dernières minutes, ce qui leur a permis, entre autres, d'aller chercher un essai avec Atis Obé pour la victoire finale. Ce qui est intéressant de noter dans ce match, c'est vraiment l'efficacité défensive pour chaque équipe. On a respectivement eu 90% de plaquages réussis et 91%, à savoir 143 plaquages réussis sur 162 tentés pour Pau et 158 réussis sur 176 tentés pour Clermont. C'est assez énorme. Clermont aussi perd sur son inefficacité, puisqu'en 8 entrées, au final, ils sont avec un ratio de 0,8 points par entrée dans les 22, ce qui est vraiment beaucoup trop faible, surtout pour des matchs couperés comme ça, limite des matchs de phase finale où tout se joue dans les détails. Et évidemment, on va parler de cette dernière action, enfin de ces dernières actions qui sont un peu catastrophiques. Vraiment, vous voyez que la section était pas non plus en pleine maîtrise de son match avec Dan Robson qui fait par deux fois des cagades. Et ce qui est encore plus intéressant et encore plus marquant, je trouve, c'est la touche ratée par Clermont alors qu'il y a une opportunité de marque. Ça doit jamais arriver, surtout pour un match aussi important pour le top 6. On continue avec le récent double champion d'Europe, l'Union Bordeaux-Bègles, qui recevait Perpignan. Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette préparation en dents de scie, finalement, elle a servi à l'Union Bordeaux-Bègles. On a eu un match en deux temps avec d'abord une USAP qui a réalisé peut-être l'un de ses meilleurs matchs sur cette saison de top 14, et notamment une première mi-temps qui était vraiment aboutie de bout en bout. Il démarre très fort, notamment au bout d'une minute de jeu avec l'essai de Joseph, et puis en statistique sur l'ensemble du match, Perpignan a été devant l'Union Bordeaux-Bègles en termes de statistiques pures. Déjà, en termes de mètres parcourus, on a eu 323 mètres du côté de Perpignan contre 296 pour l'UBB. On a eu 9 franchissements à l'USAP contre 8 pour l'UBB. Et puis même en turnover aussi, les Perpignanais ont récupéré beaucoup de ballons avec 9 turnovers gagnés. On a vu également aussi des lancements de jeu très bien réalisés à l'image de l'essai de Jordan Petaya. On a eu en face une UBB qui dans un premier temps était apathique. Sur l'ensemble du match, il y a eu pas moins de 28 turnovers perdus. C'est juste catastrophique pour une équipe de ce niveau-là. Il faudra attendre l'entrée du banc XXL, Lucu, Moefana, Bielbiaré, Gazzotti, entre autres, pour voir du changement à la mi-temps dans cette équipe de Bordeaux. Ils ont également pu s'appuyer sur une conquête très fiable, notamment à ce qu'ils aient vu aussi en finale de Champions Cup. La mêlée et la touche ont été vraiment dominantes sur ce match face à Perpignan. Ils ont eu 100% de leur mêlée et 95% de leur touche, quand en face, Perpignan n'a eu que 67% de ses mêlées et 80% de ses touches. C'est là aussi que la différence s'est faite en seconde période. Bon, au final, l'UBB avait vraiment la tête à Bilbao pour préparer sa finale, et bon, vu la deuxième étoile, c'est pas grave s'ils ne prennent pas le bonus offensif sur ce match. On continue vite fait avec Montauban qui recevait le Stade Français. Bon, c'était marrant de voir Montauban prendre les points au début de match, comme si le match avait une importance capitale dans la course au maintien. Blague à part, on a senti vraiment un Stade Français très facile, parfois trop, parce que on n'a pas vu d'ultra belle séquence de la part du Stade Français. Ils sont surtout servis d'une défense de Montauban qui était une fois de plus catastrophique, et des individualités fortes pour marquer. Et alors oui, il y a eu 11 essais, mais c'est surtout des essais sur des ballons de turnover ou des exploits personnels. Sinon, le Stade Français, je trouve, a voulu surjouer, ce qui est un peu normal quand il y a une différence de niveau telle, et a commis beaucoup de fautes de main, beaucoup de ballons qui étaient au sol, pas beaucoup de continuité dans le jeu, mais c'était pas grave vu qu'il y avait une trop grosse différence de niveau. La statistique de défense de Montauban au plaquage, par exemple, c'est que 73% de plaquages réussis, c'est beaucoup trop faible. 59 plaquages réussis sur 94 tentés. Déjà 94 tentés, c'est pas beaucoup, mais alors que 59 réussis, ça veut dire beaucoup. Et bon, en tout cas, ce match permet à Paris d'être toujours bien dans la course pour le top 2. Un match qui, lui, avait un peu plus d'enjeu, c'était Castres qui recevait Montpellier.
Et là, pareil, les Montpelliérains se sont hyper bien préparés pour leur finale de Challenge Cup. On a d'abord, du coup, Montpellier qui a tambouriné la défense de Castres dans les 20 premières minutes jusqu'à ce qu'elle craque, et c'est pas pour rien qu'ils mènent assez rapidement 14-0. Parce qu'à l'inverse, on a en plus des Castrés qui vendangent les quelques actions qu'ils ont, notamment un 2 contre 1 avec Kokaji qui envoie directement en touche. Il y a eu plusieurs séquences aussi, plusieurs actions où il y avait des touches à 5 mètres pour Castres, mais le lanceur lobait ses sauteurs, ou en tout cas il y avait une combinaison qui n'arrivait pas au bout, et donc c'est pour ça que Montpellier, dans un premier temps, dominait. Mais bon, à force de presser, Montpellier va commettre des erreurs en défense que Castres va plutôt bien exploiter, et au final on se retrouve avec un score de parité à la pause, alors qu'on a eu plutôt 25 premières minutes à l'avantage de Montpellier contre 15 pour Castres, on va dire. Surtout que l'essai de Chabouni que concède Montpellier en toute fin de première mi-temps est concédé de manière beaucoup trop facile. En seconde mi-temps, on a Montpellier qui marque grâce à une défense de Castres qui a été trop poreuse. Les deux essais qui marquent, Camara et Taofifenoua, c'est clairement du gruyère, la défense de Castres, et ça a été trop facile pour Montpellier de marquer là-dessus. Alors que finalement, Montpellier subit un peu devant. Les essais de Castres, de Guerroy et de Durand viennent après des pick and go et des molles. Mais malgré tout, face à une équipe de Castres qui n'a rien lâché tout au long du match, Montpellier, je trouve, a été intelligent dans sa manière, encore une fois, de casser le rythme, de ralentir les rucks, de faire des fautes, certes, mais c'était des fautes que j'avais l'impression qui étaient volontaires, une fois de plus, pour ralentir le rythme et concéder le moins de points possible. Et c'est comme ça, je trouve que Montpellier est allé chercher cette victoire, d'autant plus que Castres a raté 25 plaquages sur ce match, ce qui est beaucoup trop. Le dernier match du multi était sans enjeu, c'était Lyon qui recevait Bayonne. Bon, pas grand chose à retenir de ce match, à part qu'il y a eu beaucoup de hurrah rugby et de séquences avec pas mal de turnover, de fautes de main et de fautes en tout genre. A noter quand même que Bayonne a réussi l'exploit de perdre ce match en ayant 69% d'occupation et 62% de possession, dont 84% de possession dans les 10 dernières minutes, mais malgré tout, ils perdent. Et pourquoi? Parce que Bayonne a déjà perdu énormément de ballons sur ses attaques, 24 turnovers perdus, à l'image de l'UBB, c'est vraiment énorme et c'est trop. Ils ont aussi encaissé des essais trop facilement à l'image d'Arnaud Botta, le deuxième ligne lyonnais, qui sur un dégagement de Joris Second contre le ballon et n'a plus qu'à aplatir. Et surtout, ils ont manqué 21 plaquages, ce qui a permis à Lyon de breaker trop facilement cette défense de Bayonne. Et quand on connaît les individualités fortes des Lyonnais, notamment Wayne Nicolo, Laure, Botta ou d'autres, Lyon du coup a pu briquer trop facilement cette défense de Bayonne et marquer pour gagner. Le match du samedi soir, c'était le Racing qui recevait Toulon. Le Racing se relance dans la course au top 6 et beaucoup de gens leur sont entre guillemets tombés dessus, ont été très critiques envers le Racing, notamment par rapport à leur niveau de jeu qui selon eux ne va pas aller permettre à cette équipe d'aller chercher le top 6. Alors, je suis partiellement d'accord avec ça parce que oui, effectivement, le Racing n'impressionne pas, n'est pas dans la forme du moment, mais je trouve quand même qu'il y a un projet de jeu qui est cohérent. Typiquement, sur ce match, on a d'abord Toulon qui démarre très fort avec les essais de Jaminet et d'Audréan, mais derrière, le Racing s'est calmé, a remis la main sur le ballon et a utilisé du coup ses forces, à savoir les gros porteurs, pour dominer les impacts, avoir beaucoup plus de densité sur la ligne, et comme ça, le Racing a repris le score petit à petit. Après, effectivement, s'il y a bien un secteur de jeu dans lequel le Racing doit évoluer et progresser, c'est la défense, parce qu'il y a eu pas moins de 41 plaquages manqués sur ce match. C'est juste beaucoup trop, et c'est même illogique de voir une équipe qui potentiellement, dans quelques semaines, pourrait être championne de France en ayant ces statistiques de défense comme ça. Ils ont réussi 75 plaquages sur 116 tentés. C'est vraiment un ratio catastrophique pour une équipe du top 6. Et du coup, les essais de Toulon, ils arrivaient un peu trop facilement avec des belles courses, certes, comme Kéré Karaba, Jaminet, Dréan, bref, des belles courses, mais ça arrivait beaucoup trop facilement à mon goût. Et surtout que Toulon, sur ce match, marque comme ça, grâce à la défense mauvaise du Racing, mais sinon sur le match, j'ai pas trouvé qu'ils fassent un très bon match les Toulonnais. Ils ont pas joué sur leur force, je trouve, et notamment le jeu au pied de Jaminet qui n'a été utilisé qu'une seule fois durant le match, alors que c'est un des joueurs qui a le plus grand coup de pied du top 14. Et puis en général, ils ont joué au pied tous les 12,2 ballons. Ils ont voulu jouer, on va dire, à la toulousaine avec que du jeu debout et tout. Mais Toulon a du mal et n'a peut-être pas la condition physique. Toulon est aussi fatigué de sa saison avec une demi-finale de Coupe d'Europe notamment. Donc j'ai trouvé ça bizarre comme plan de jeu. Et pour revenir au Racing, on peut quand même leur déplorer le fait de ne pas avoir pris un bonus offensif sur ce match qui à mon avis était à leur portée. Et ça peut compter pour la suite de la saison. Et enfin, on a le Stade Rochely qui recevait Toulouse dans un match vraiment impressionnant. Le match, il a mis quelques temps à démarrer, mais après, dès que ça a démarré, La Rochelle totalement roulé sur Toulouse tout le match. On sent qu'il se passe quelque chose à La Rochelle dans l'énergie ces dernières semaines, quand Timo marque, quand Kanté Samba marque aussi, leurs deux premiers essais avec La Rochelle, leurs deux premiers essais en top 14, il y a un truc qui se passe aussi avec le public, dans l'énergie, chez les joueurs. Parce que franchement, sur ce match, à part le début de seconde période où Toulouse remet un petit peu la main sur le ballon et arrive à marquer un essai,
bah tout le reste en fait ça a été de La Rochelle qui a dominé de bout en bout. Bien que les statistiques ne soient pas forcément ultra flagrantes dans la domination, on va dire que dans l'énergie ils ont posé beaucoup de problèmes dans les rucks, dans la conquête également à ces Toulousains et qui semblaient bien apathiques et ça fait plusieurs fois cette saison qu'on les voit comme ça. Et offensivement ils ont su trouver des courses tranchantes pour aller chercher des essais face à une défense du Stade Toulousain qui manquait d'énergie encore une fois. Je pense notamment aux 2 essais en seconde période de Séguré et de Timo où il y a des vrais franchissements nets. Et La Rochelle du coup a été beaucoup plus efficace de Toulouse avec 3,1 points marqués par entrée dans les 22 quand Toulouse n'est qu'à 0,8. C'est ça aussi qui est rare avec le Stade Toulousain sur ce genre de contre-performance, c'est qu'on n'est pas habitué à les voir comme ça, aussi peu efficaces proche de la ligne. Alors que sinon, toutes les statistiques offensives sont en faveur de Toulouse. Au niveau des passes, il y en a eu 141 pour La Rochelle à 190 pour Toulouse. Au niveau des ballons touchés dans le match, il y en a eu 86 pour La Rochelle pour 129 pour Toulouse. Au niveau des mètres parcourus, 210 La Rochelle, 284 Toulouse. Et en termes de franchissement, c'est plus équilibré, mais il y a 4 franchissements pour La Rochelle contre 5 pour Toulouse. Et tout ça pour dire que Toulouse inquiète, mais je pense que le week-end de coupure peut leur faire du bien pour la suite de la saison, surtout qu'ils vont recevoir Lyon le week-end prochain, ce qui devrait notamment les relancer. On passe maintenant au top et au flop. Au top, je vais rester sur ce match avec Yaya West. Je trouve que son repositionnement en arrière lui fait vraiment beaucoup de bien. Dans le jeu au pied, il apporte vraiment des solutions supplémentaires à Anton Astoy et Nolan Le Garec qui ont déjà des bons jeux au pied. Il a notamment trouvé un 50-22 en lobant Thomas Ramos de manière assez magistrale. Il a touché 11 ballons, fait 66 mètres avec le ballon. Il a battu un défenseur et puis même en défense, c'est fiable puisqu'il a fait 6 sur 6, 100% de plaquage réussi. Je vais continuer avec Noah Néné. Jérôme Bosviel le disait, Noah Néné nous a fait l'amour toute l'après-midi, c'est vrai. 2 essais, il a fait aussi 3 franchissements en 14 courses et 68 mètres parcourus. Il a permis aussi de marquer énormément d'essais avec plein de passes décisives et aussi une longueur de jeu au pied que je ne soupçonnais pas chez lui avec son pied gauche, avec notamment un 50-22 trouvé de manière magnifique. Et enfin le dernier top c'est Louis Bielbiarré parce qu'il a été game changer sur ce match. En 40 minutes seulement sur la seconde période, il marque 2 essais en étant parfaitement au soutien et en éliminant des défenseurs. Il a touché que 5 ballons, il marque 2 essais donc ça veut dire vraiment beaucoup de choses et il a avancé sur plus de 40 mètres, ballon en main, ce qui est vraiment pas mal. En flop, j'ai d'abord allé sur Dan Robson, simplement pour ce craquage qui s'est passé en fin de match à la section où ils ont vraiment paniqué et 2 fois avec Dan Robson qui d'abord envoie le ballon à Jack Maddox beaucoup trop tôt avant la fin du match et puis après rate sa passe pour dégager et assurer la victoire pour Pau. Ça aurait pu notamment redonner une possession pour Clermont si l'arbitre, je pense, ne s'était pas trompé. Dan Robson vraiment a été à 2 doigts d'être l'homme de la défaite au stade du Hameau pour Pau. Après je vais aller sur Théo Chabouni. Je l'ai pas du tout trouvé à l'aise dans son jeu. Déjà première relance qu'il fait, il se fait gratter. Après en défense 2 sur 5 au plaquage. Il s'est notamment mangé sur l'essai de Tom Banks en fin de première période. Et puis sur l'essai de Donovan Taofifenua aussi, il se regarde avec Pierre Poplin sans qu'il n'y en ait aucun des deux qui n'y aille. Et du coup Taofifenua va marquer. Bref, je l'ai pas trouvé à l'aise du tout. Et enfin, le dernier flop, c'est Tanila Toupou. J'en ai pas beaucoup parlé cette saison, mais je trouve que c'est, dans l'ensemble, un flop général. Certes, il a marqué quand il est lancé à 2 mètres de la ligne, mais à part ça, on le voit pas beaucoup. Et sur ce match face à Toulon, c'est 5 plaquages manqués sur 7 tentés. Déjà, cette statistique, elle est affolante. Et il a quand même fait toute la seconde période. Il a fait en 40 minutes, on va dire 30 minutes parce qu'il a pris un carton jaune, et il a touché que 4 ballons, il a avancé que sur 11 mètres, alors que c'est sa principale force, le jeu de vitesse, le jeu de porter le ballon, et ça on l'a pas du tout vu, et d'autant plus qu'il prend ce carton jaune stupide, il s'énerve, on sait même pas pourquoi à la fin, franchement... Je suis déçu de ce joueur alors que ça pourrait être vraiment un top joueur du top 14. Au niveau du classement, la bataille pour le top 6 est toujours acharnée. Ça va être intéressant de voir, on va en parler dans les pronos juste après, mais les 2 affrontements qui pour moi vont être primordiaux, à savoir Montpellier-Pau pour la course dans le top 2 et Clermont-Racing pour la course au top 6. À voir également aussi la rencontre entre Toulon et Bordeaux pour savoir comment les champions d'Europe vont appréhender et comment le classement peut évoluer après celle de la prochaine journée. Pour ce qui est des pronos, d'abord Stade français Bayonne, victoire à 5 points du Stade français. Après Toulouse-Lyon, pareil. Montauban-La Rochelle, victoire évidemment de La Rochelle à Montauban. Perpignan-Castres, je dirais quand même l'USAP à domicile pour 2 équipes qui n'ont rien à jouer, si ce n'est que Perpignan doit préparer son access match. Donc Perpignan à domicile face à Castres. Montpellier-Pau, là c'est le gros affrontement de cette journée, vraiment un match à ne pas louper. Montpellier, du coup, qui est sur une forme olympique, je dirais en ce moment, ils gagnent tout, ils ont gagné la Challenge Cup, tout ça, face à des Palois qui ne dominent plus comme ils ont pu le faire dans cette saison, mais qui continuent de gagner, continuent de performer. Malgré tout, je vois les Montpelliérains et je me demande s'il n'y aura pas même un bonus offensif pour Montpellier. Toulon UBB, je pense que l'UBB va faire tourner
à Toulon, c'est normal, après ce titre en Champions Cup. Donc je dirais Toulon qui gagne, mais en laissant un point de bonus à Bordeaux. Et enfin, Clermont Racing, là aussi un match primordial pour le top 6 qu'il faut pas rater. Clermont qui est dans une très bonne forme, qui est à deux doigts d'aller gagner au Hameau. Le Racing qui se cherche en cette fin de saison. Il y a eu cette défaite à domicile face à La Rochelle qui a fait mal. Ils se sont bien repris contre Toulon comme on a vu. Mais malgré tout, je vois Clermont gagner sans aucun bonus pour aucune des deux équipes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire un commentaire, mettre un like et activer la cloche, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Il y a toutes mes informations quand j'apparais à d'autres endroits. Bref, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.